Tout d'abord, on est déjà ravis d'accueillir ici à Strasbourg cette 19e journée de l'AIH et qui confirme et qui montre toujours de plus en plus le dynamisme de cette association qui d'année en année arrive à mobiliser de plus en plus d'internes. Là, il y a quasiment plus de 90 internes mobilisés pour cette réunion, donc c'est un vrai succès. On est ravis d'accueillir tout le monde à Strasbourg et voilà, ravis de voir que cette association continue à se développer et devient vraiment un outil central dans l'enseignement en hématologie en France. La première chose, mais je suis d'accord avec Luc, c'est l'importance de la participation des internes, parce que je n'oublie pas qu'il y a de nombreuses sollicitations. Je n'oublie pas que beaucoup d'entre eux doivent être aussi de garde, d'astreinte. Et donc le fait que l'organisation ait pu attirer et accueillir autant de jeunes internes, je crois que c'est la première chose qui me marque. La deuxième chose, c'est qu'on a des temps d'exposition de 30-45 minutes, ce qui paraît quand même si on ne peut pas tout faire, d'avoir un peu de temps d'exposer. Et c'est différent des schémas où il y a 5 minutes, 10 minutes, des face-to-face ou des choses comme ça. Et je pense que c'est une chose importante à pérenniser. Nous avons débuté ces journées par une présentation sur les actualités, enfin les stratégies thérapeutiques et les perspectives dans le lymphome de Hodgkin, sujet très vaste. Mais on a pu balayer, j'espère, un peu toutes les différentes situations. Et donc ce qu'on peut retenir donc, dans les formes qu'on appelle localisées, sans facteur de mauvais pronostic, donc les formes dites favorables, des stratégies qui sont plus vers la désescalade thérapeutique, avec toujours cette question pour bien voir quelle est finalement la meilleure place de la radiothérapie. Dans les formes localisées défavorables, on est plutôt sur des stratégies qui essayent d'améliorer le contrôle de la maladie, avec par exemple les stratégies du groupe allemand qui consistent à incorporer chez ces patients précocement des traitements plus intensifs avec le protocole BICOP. On a bien réinsisté sur l'importance du côté pronostic de la TEP à 2 cures, et en particulier des patients qui gardent une TEP positive après 2 cures d'ABVD et qu'il faut escalader là pour le coup vers un protocole BICOP. Donc voilà un petit peu les enjeux pour les formes localisées. Pour les formes disséminées, les données actuelles confirment la possibilité de faire une désescalade thérapeutique sous différentes façons, soit avec de l'ABVD, soit en réduisant le nombre de cures de BICOP pour les patients qui obtiennent une TEP négative après 2 cures de BICOP. Toute la problématique qui n'est pas résolue aujourd'hui des patients à l'inverse qui ont une TEP positive après 2 cures de BICOP. Et puis dans les perspectives, surtout l'amélioration des stratégies de rattrapage, puisque quand même une proportion non négligeable de patients vont rechuter ou être réfractaires. Et on a vu que la place des anti-PD-1 probablement devient plus importante. Ils vont probablement avancer dans les lignes thérapeutiques chez ces patients en rechute. Ce matin, j'ai essayé de faire l'actualité biologique et thérapeutique dans le syndrome de Richter, qui est encore d'abord une niche, pas non plus quelque chose de très fréquent, et surtout l'hématologie a fait d'énormes progrès en 70 ans. Il reste certaines pathologies où le pronostic est quand même assez mauvais, voire catastrophique. Le syndrome de Richter en fait partie. Je pense que ces derniers mois, ces dernières années sont marquées par une amélioration des connaissances sur les mécanismes physiopathologiques, sur les connaissances biologiques du syndrome de Richter. Et j'ai fait référence à des travaux qui sont en partie français sur connaissance du génome, du transcriptome, du méthylome, qui peuvent déboucher sur des pistes thérapeutiques, sachant qu'actuellement, sur les pistes thérapeutiques, là encore, on est assez restreint avec des chimiothérapies classiques et essayer d'aller vers une consolidation par une greffe, plutôt une allogreffe, mais on a peu d'indications dans ce cas-là. Et donc c'est une porte ouverte aussi vers des nombreux essais cliniques basés sur les connaissances physiopathologiques qui se développent actuellement. Donc le message, c'est des pronostics encore mauvais, péjoratifs, mais des perspectives à court et moyen terme devant le développement des connaissances physiopathologiques. Et le message aussi, c'est de
participer à cette recherche, de faire des essais cliniques avec des nouvelles thérapies, ciblant le micro-environnement, différentes voies d'inhibition. Voilà un petit peu le message, donc plein de promesses, même si actuellement le pronostic reste encore extrêmement réservé. Le message de conclusion que j'aurais envie de dire, c'est que l'hématologie reste, et pour moi, une très belle discipline, à cheval sur la clinique, la biologie, la recherche clinique est transversale. C'est un métier très chronophage, et donc il faut prendre le temps mais je sais que c'est compliqué à tous les niveaux, de se former, de participer aux différentes réunions et participer à la recherche clinique. Et voilà, c'est le conseil que je donnerais, de s'investir dans cette spécialité qui me semble pleine d'avenir. Je rajouterais que le succès de ces journées voilà, nous encourage vraiment à ce que les internes puissent s'investir vraiment, que ce soit dans la recherche clinique, dans la recherche translationnelle. On peut reprendre l'exemple du syndrome de Richter, puisque ça a été l'occasion d'une vraie collaboration entre Nancy et Strasbourg, avec des travaux de master d'internes des deux villes. Et donc il faut vraiment qu'on puisse capitaliser sur ce dynamisme et clairement inciter les internes à s'engager très tôt dans la recherche clinique, la recherche translationnelle. C'est un véritable enjeu, il y a encore beaucoup de travaux à faire en hémato.